L'Ukraine est l'agresseur. L'Ukraine attaque la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky est un nazi. Ces affirmations sont évidemment absurdes et mensongères. Pourtant, certains Russes y croient. Pour déclencher une guerre, surtout au XXIe siècle, il faut l'approbation de ses citoyens. Et cette approbation, Poutine l'a obtenue, en grande partie du moins. Mais la manière dont il a acquis ce soutien repose sur une campagne de désinformation claire et orchestrée avec maestria, à travers tous les médias russes. La Russie et la désinformation, ce n'est pas nouveau. Cela remonte à des décennies, depuis l'époque de l'Union soviétique en passant par la guerre russo-géorgienne de 2008 jusqu'à l'annexion illégale de la Crimée en 2014. On peut repérer des campagnes de désinformation absolument partout. Et nous voilà enfin au 24 février 2022, lorsque le président russe Vladimir Poutine lance l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Les mêmes méthodes de désinformation utilisées lors de l'annexion de Crimée en 2014 sont reprises aujourd'hui. Par exemple, les accusations de nettoyage ethnique avec Poutine affirmant que les Ukrainiens commettent un génocide contre les Russes dans la région du Donbass. Simple et efficace, surtout quand on cible un public déjà sensibilisé à la déshumanisation de l'ennemi ukrainien. Aujourd'hui, cette campagne a redoublé d'intensité. L'influence de Poutine n'est plus ce qu'elle était, tant sur le plan économique que politique. Son taux de popularité, qui était habituellement autour de 75%, stagne désormais autour des 60%. Ainsi, la Russie concentre ses efforts sur la justification de la guerre, en diffusant une multitude de récits parfois contradictoires sur les événements à la frontière. L'idée est de semer la confusion pour que personne ne puisse distinguer le vrai du faux. Et cette stratégie semble porter ses fruits, car depuis le début de l'invasion, la popularité de Poutine a bondi à 71%. Le lavage de cerveau des citoyens russes est orchestré par le Kremlin. On y fabrique une multitude d'histoires et mobilise des hauts fonctionnaires pour les relayer. Par exemple, Denis Pouchkine et Leonid Pasechnik, les dirigeants des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, sont de véritables marionnettes de Moscou. Juste avant l'invasion, ils ont conseillé à leurs citoyens de fuir en prévision d'une prétendue attaque ukrainienne. Bien sûr, ce scénario était une pure fiction. En réalité, les ministres des Affaires étrangères allemands et français ont publié une déclaration conjointe affirmant qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau, destinée à servir de prétexte pour une escalade militaire, ce qui a effectivement eu lieu. Mais la vérité importe peu. Dès que la propagande anti-ukrainienne s'est activée, elle a été diffusée de manière massive à travers toute la Russie, principalement par le biais de la télévision. En réalité, presque toutes les chaînes de télévision les plus regardées en Russie sont contrôlées par l'État. 74% des Russes tirent leurs informations de ces chaînes. La télévision devient ainsi un canal privilégié pour atteindre la majorité de la population russe. Les chaînes principales telles que Channel One et Rossiya One, ainsi que presque toutes les autres chaînes de télévision, ont répété en boucle les accusations des dirigeants séparatistes. Ils ont accusé l'Ukraine de commettre des crimes de guerre dans la région du Donbass, allant de l'utilisation de civils comme boucliers humains aux frappes délibérées dans les zones résidentielles. En Russie, toutes les chaînes de télévision ont répété que l'Ukraine forçait les citoyens du Donbass à fuir, tandis que la Russie se donnait le beau rôle, en prétendant accueillir et aider les réfugiés avec bienveillance. Il est impensable pour ces chaînes de diffuser une autre version. Elles sont en effet tenues de suivre la ligne officielle imposée par Roskomnadzor, l'agence fédérale de régulation des communications, des technologies, de l'information et des médias. Les journaux relayaient également le même discours. Étant la deuxième source d'information la plus populaire en Russie après la télévision, ils ont constitué un soutien précieux pour diffuser le message. Cependant, cela ne représente qu'une partie de la stratégie russe pour justifier la guerre. En réalité, ce n'est qu'un élément d'une stratégie beaucoup plus vaste. Permettez-moi de vous présenter Dmitri Kiselyov, un maître de la propagande qui œuvre dans les médias depuis l'ère soviétique et est connu comme porte-parole de Poutine. Il a affirmé que les avertissements des États-Unis concernant une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie étaient en fait une manipulation. Selon lui, les États-Unis et l'Ukraine cherchaient à provoquer la Russie afin de pouvoir ensuite accuser le Donbass et la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine. Cette tactique de désinformation russe est complexe et comporte plusieurs facettes. Elle dépeint la Russie comme n'attaquant que pour se défendre, tout en présentant le conflit comme un affrontement entre l'Occident et la Russie. C'est en partie pour cette raison que la cote de popularité de Poutine est si élevée. Il est perçu comme le défenseur de la Russie contre l'Occident malveillant et une alliance hostile. La vérité, c'est que la Russie a amassé plus de 100 000 soldats le long de la frontière ukrainienne, inventant ensuite des accusations pour justifier l'invasion. Ce qui nous amène à la dernière pièce du puzzle de la manipulation par Poutine. Le patriotisme dévoyé.
les médias russes établissent des liens constants entre le conflit actuel et la Seconde Guerre mondiale, que la Russie appelle la Grande Guerre patriotique. Selon Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, l'un des objectifs de ce conflit est la dénazification de l'Ukraine. Le plan consistait à prétendre que le gouvernement ukrainien est nazi et que tout le pays traverse une phase inquiétante de nazification, convainquant ainsi les Russes qu'ils devaient intervenir pour sauver les Ukrainiens des nazis. Exploiter la fierté russe issue de la Seconde Guerre mondiale est une tactique déjà utilisée et bien calculée. Rappelons que les Russes la désignent comme la Grande Guerre patriotique, un moment de grandeur nationale et de sacrifice, ce qu'elle fut indéniablement. Seulement voilà, le gouvernement a tenté de créer des parallèles historiques entre la crise actuelle et la Grande Guerre patriotique pour susciter les mêmes sentiments patriotiques, sacrifices et émotions. Le plan a fonctionné, en partie grâce à la présence de très petits groupes ultranationalistes en Ukraine qui ont gagné en visibilité. Et oui, ces groupes ont utilisé des symboles nazis, effectué des salutations hitlériennes et employé une rhétorique antisémite. Cependant, l'idée que l'Ukraine est devenue un terreau pour le nazisme est un mensonge. Ces groupes ultranationalistes représentaient à peine 2% des voix lors des élections de 2019, tandis que Zelensky, qui a remporté l'élection, a obtenu 73% des voix. Et pour être juste, la plupart des pays européens ont d'une manière ou d'une autre un groupe ultranationaliste politiquement insignifiant. Depuis des années, la Russie met en avant les activités de groupes ultranationalistes en Ukraine pour généraliser et présenter l'ensemble du pays sous un jour négatif. Le terme ukronazi a même été inventé par les propagandistes pour décrire ces groupes. Enfin, il convient de souligner que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lui-même juif. Son grand-père et ses 3 frères ont combattu dans l'armée rouge soviétique contre les nazis, et seul son grand-père a survécu. Enfin, notons aussi qu'il a perdu de nombreux autres membres de sa famille pendant la guerre. Alors, imaginez que vous vivez en Russie et que vous voyez la crise à travers l'appareil de propagande russe. Vous entendez parler des atrocités prétendument commises par les Ukrainiens depuis des années, avec des accusations de plus en plus fréquentes ces derniers mois. Le 24 février 2022, Poutine fait un discours déterminé, dénonçant l'OTAN et l'Occident. Il compare la situation actuelle à celle de la Deuxième Guerre mondiale, affirme que les habitants du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie et soutient qu'il est du devoir et de la responsabilité de la Russie d'aider leurs frères qui appartiennent à la mère patrie. Selon lui, il n'y a pas d'autre solution. Il annonce donc une opération spéciale de maintien de la paix pour sauver la situation. Évidemment, cela est présenté comme une bonne nouvelle et un jour historique. Vous souhaitez en savoir plus ? Vous allez sur internet et consultez Sputnik, un site d'actualité russe très populaire avec des millions de lecteurs. Voici ce que vous pouvez y lire. Pour un observateur extérieur, il s'agit d'une invasion. Mais dans les médias russes, les mots invasion, offensive, assaut et guerre sont interdits. À la place, cela est décrit comme une opération de démilitarisation, ciblant les infrastructures militaires ou une opération militaire spéciale de maintien de la paix pour défendre les républiques populaires. Voilà ce que vous trouvez. Et bien sûr, n'oublions pas le message obligatoire sur le fait que l'Ukraine est un pays de nazis, car c'est crucial pour renforcer l'importance de la cause. Néanmoins, c'est ce que vous lirez si vous êtes en Russie. Et ce n'est pas limité à Sputnik, tous les grands sites russes présentent la situation de la même façon. Par exemple, si vous choisissez de vous informer sur les réseaux sociaux comme Vkontakte, aussi connu comme le Facebook russe et le réseau social le plus populaire en Russie, vous trouverez essentiellement les mêmes informations que sur les sites d'actualité. Ils sont également détenus par l'État, après que Gazprom, le conglomérat énergétique d'État russe, en ait acquis le contrôle majoritaire. Ils ont déjà commencé à interdire les producteurs de médias indépendants sur ordre du Kremlin. Quant à la télévision, après l'invasion, c'est essentiellement la même chose qu'auparavant, mais avec une augmentation des talk-shows habilement produits, dont certains diffusent des heures supplémentaires depuis le début de la guerre. En général, ils parlent de la nécessité de réduire au silence les nazis ukrainiens qui tuent des civils, de la façon dont l'Amérique et le reste de l'Union européenne tentent d'étrangler la Russie à travers les sanctions et d'autres mesures punitives, et de la grandeur de la mission. Ils remettent même en question l'idée d'une Ukraine indépendante, affirmant qu'elle fait historiquement partie de la Russie. Ces émissions sont devenues de plus en plus radicales récemment. Sur Rossiya 24, Edouard Basurin, le vice-commandant de la milice de la République populaire de Donetsk, a qualifié Mariupol de camp de concentration.
Quant à Dimitri Kisselov, le propagandiste russe qui anime News of the Week sur Russia One, il a ouvert son émission dimanche en affirmant que Kiev serait contraint de répondre de crimes de guerre et de génocide en évoquant aussi les camps de concentration et les exécutions de masse. C'est un spectacle bien huilé. Comme l'a bien résumé la BBC, la télévision d'État russe semble utiliser des techniques de conditionnement psychologique conçues pour susciter des émotions extrêmes chez le spectateur. Mais rien de tout cela ne devrait surprendre. En 2014, le groupe de hackers russes Chalté-Bolté a publié des documents du Kremlin révélant des instructions aux journalistes pour justifier l'annexion de la Crimée, louer des projets de développement de Vladimir Poutine et dépeindre l'Ukraine comme envahie par les fascistes. Comme je l'ai dit, un spectacle bien huilé. Pour un téléspectateur russe, il est difficile d'envisager d'autres versions des faits. Cela m'amène à mon dernier point sur la façon dont Poutine a endoctriné la Russie. Le rideau de fer numérique de Poutine. Tout comme le grand firewall en Chine, la Russie a également commencé à déployer sa propre version. Voici une liste des principaux réseaux sociaux en Russie. À l'heure actuelle, la Russie a interdit Instagram et Facebook pour activités extrémistes. Twitter devient de plus en plus difficile à utiliser et pourrait également être interdit, tout comme YouTube, après que l'Union des journalistes de Russie ait récemment accusé YouTube de censure et demandé des sanctions. De nombreux médias internationaux ont également quitté la Russie suite à l'adoption d'une nouvelle loi sur les fake news, qui criminalise la diffusion de ce qui est considéré comme de fausses informations sur leur invasion en Ukraine, avec des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Tous ces éléments contribuent à créer un véritable rideau de fer qui déconnecte la Russie non seulement du reste du monde, mais aussi de ses propres citoyens. En revanche, on sait que cette situation ne peut pas durer éternellement. La demande de VPN en Russie a augmenté de 2692% le 14 mars par rapport à la semaine précédant l'invasion, selon Top 10 VPN, un service de surveillance de la vie privée. Bien que la demande ait diminué, elle reste encore d'environ 500% au-dessus de la normale, ce qui est énorme. De nombreux Russes sont curieux de connaître l'autre version des événements, et beaucoup y accèdent déjà. Nous avons vu des manifestations anti-guerre à travers toute la Russie. Nous avons vu des journalistes courageux comme Marina Osianikova protester contre la guerre en direct à la télévision russe. Et nous avons observé des efforts à l'échelle mondiale pour percer la bulle de propagande impitoyable de Vladimir Poutine. Mais cela ne peut durer indéfiniment. Les tactiques de désinformation de 2014 ont moins d'impact cette fois-ci. Et les dissidents russes, courageux, ne se laisseront pas faire.